le droit donne l'occasion aux créanciers d'empêcher ces débiteurs à pouvoir s'appauvrir au détriment du créancier en instituant, s'il vous plaît bien, les saisies conservatoires. Mais ces saisies conservatoires, c'est ça l'innovation du droit Wada, nous en avons trois saisies conservatoires. Nous avons la saisie conservatoire des biens meubles, et là, sur ce point, il n'y a pas d'innovation. Elle est identique en ce qui concerne la procédure et les étapes à suivre comme celles qu'on pratiquait avant l'avènement du droit Wada. Là, il n'y a pas de différence. Pas de grande différence, on va le voir. Puis nous avons la saisie conservatoire de créances, des créances. Vous vous rendez compte? On saisit une créance. Celle-ci, en fait, c'est la nouvelle appellation de la saisie à arrêt qu'on avait connue à l'époque. En fait, à l'époque, on avait une saisie à arrêt qui avait deux natures. Elle était à la fois une voie de sûreté, donc une saisie conservatoire, et une voie d'exécution forcée, la saisie à arrêt. Elle était une voie de sûreté, c'est-à-dire une voie de saisie conservatoire, lorsqu'on l'a pratiquée sans titre authentique. Parce que les saisies conservatoires, on les pratique sans titre authentique. C'est ça leur caractère. Et elle était saisie exécution lorsqu'elle s'est pratiquée avec un titre exécutoire tel qu'un jugement ou un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Elle n'existe plus, parce que le droit Wada, dans ses dispositions finales, dans l'acte uniforme, toutes les saisies qui sont pratiquées dans les États membres à l'entrée de cet acte uniforme sont désormais abrogées et remplacées par les saisies de l'acte uniforme. Ce qui signifie que la saisie des créances que nous allons analyser tout à l'heure, elle est essentiellement une saisie conservatoire, voie de sûreté. Elle se pratique, elle met en cause trois personnes. Il y a le créancier, le saisissant, celui qui veut saisir, le créancier, saisissant, face à son débiteur, qui est le saisi, et une tierce personne, qui est le tierce ou la tierce saisie, c'est-à-dire c'est le débiteur du débiteur. Le débiteur du débiteur. Par exemple, vous avez un monsieur qui vous doit 100 000 $ américains. Il vous doit 100 000 $ de créances. Et lui-même a un compte logé dans une banque, son compte logé à, disons, 500 000. Eh bien, vous pouvez pratiquer la saisie conservatoire de cette créance en allant à la banque qui est saisie, pratiquer, et puis on va dénoncer, on va voir la procédure, vous allez dénoncer au débiteur saisi. Donc, il met en jeu trois personnes. Mais en principe, le tiers saisi n'est pas parti au procès. Si on l'appelle, c'est parce qu'il a entre ses mains la créance d'autrui, du débiteur. Et là aussi intervient une nouveauté, une innovation importante, c'est qu'il y a le système du cantonnement qu'on n'a pas connu avant. Parce que le cantonnement permet aux débiteurs, aux créanciers qui saisit, le saisissant, de ne pratiquer la saisie qu'en concurrence du montant de la créance. Vous voyez l'exemple que j'ai donné, 500 000 $, mais vous, on vous doit 100 000. Vous n'allez pas immobiliser toute la créance. C'est un sous-développement économique. Comment l'autre va tourner? Parce que les banques ne tournent qu'avec l'argent d'autrui. Et même le créancier, le débiteur saisi, peut jouer avec le reste. Donc on ne va saisir qu'à concurrence du montant de la créance. Et cette pratique, cette procédure n'existait plus dans le droit congolais. Elle est revenue
avec le droit WADA. La troisième saisie conservatoire, c'est celle qui porte sur le droit des associés et des valeurs mobilières. Droit des associés et des valeurs mobilières. Alors là, il faut faire attention. Je crois que nous, les praticiens, nous comprenons. Nous savons que les biens de la société ne sont pas les biens des associés. Parce que la société est une personne morale qui a son patrimoine, différent du patrimoine de personnes physiques associées. Mais le droit des associés dont il est question, et des valeurs mobilières, c'est, par exemple, les intérêts à la fin de l'exercice qu'un associé peut avoir au niveau de la société, les obligations, hein, on dit des valeurs mobilières, des obligations, des actions. Vous savez que les actions dans des sociétés, ce sont des biens meubles qu'on peut vendre aux enchères, on peut même les céder, ainsi de suite. On peut donc pratiquer la saisie sur ce droit-là. Cela signifie que vous devez être créancier d'un débiteur associé, d'un associé qui est votre débiteur. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est associé dans une société commerciale ou actionnaire. Par exemple, quelqu'un qui est actionnaire dans Barcelone ou dans n'importe quelle société, bon, vous pouvez procéder à la saisie conservatoire des droits des associés, son droit qu'il peut avoir, et des valeurs mobilières, des meubles que la société peut émettre, n'est-ce pas, en faveur de ses associés. Donc il ne faut pas aller saisir le capital de la société, ce n'est pas le droit des associés, là, ce sont des biens de la société elle-même. Bon, maintenant revenons au rappel de quelques principes, avant de voir... alors, le premier principe que vous devez savoir, c'est que c'est l'article 54 de l'acte uniforme. Toute personne peut saisir, toute personne peut saisir, mais on dit, l'acte uniforme dit, toute personne dont la créance paraît fondée. Vous voyez, c'est ça le risque. Dont la créance paraît fondée. Le terme là a un sens. Il ne faut pas procéder à la saisie si vous n'êtes pas sûr que vous êtes créancier d'une créance certaine, liquide et exigible. Il faut que la créance, parce que si vous constatez que vous n'êtes pas créancier d'une créance qui a ce caractère-là, certaine, liquide, exigible, non, il ne faut pas oser. Allez plutôt suivre le droit commun assigné en paiement. Pourquoi? Parce que si vous pratiquez une saisie dans ces conditions-là, une créance qui n'est pas certaine, ça signifie qu'une créance dont le montant de la débition est sujette à contestation. Ah, c'est un problème. Il faut que ça soit une créance certaine. Il ne faut pas que ça soit un montant contesté par le débiteur. Non, c'est 300 000. Non, 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 285 000. Non, non, non. Ça, allez devant le juge par voie d'assignation. Pourquoi? Parce que le juge, même quand vous allez déposer, si par erreur il ordonne la saisie, vous aurez des problèmes. Parce qu'elle s'est fait, se pratique au tort du saisissant. Ce n'est pas le problème du juge. Il faut qu'elle soit certaine. Vous êtes sûr et que le montant n'est pas sujet à contestation. Liquide. Non, il doit s'agir d'une créance en termes d'argent. La liquidité, c'est l'argent. L'argent. Exigible, bien entendu, qui est arrivé à échéance. Donc, il ne faut pas qu'on soit trompé par le terme « paraît fondé ». Cette expression signifie tout simplement que pour procéder à la saisie conservatoire, on n'a pas besoin d'un acte exécutoire. On n'en a pas besoin. Il suffit seulement qu'on soit créancier.
d'une créance certaine, liquide, exigible, on demande l'autorisation au juge. Ça signifie que la créance dont vous poursuivez l'exécution ne doit pas faire l'objet des discussions ou des contestations. Voilà, ça c'est le premier principe que vous devez donc noter. Deuxièmement, quels sont ces biens sur lesquels cette saisie doit être pratiquée? Conservatoire. Nous avons dit, il y en a trois, nous avons trois sortes de saisies conservatoires, saisie conservatoire des meubles. Donc il s'agit des meubles corporels. Ça c'est pour le bien, pour la saisie conservatoire des biens meubles corporels. Puis la saisie conservatoire peut porter sur le bien meubles incorporels. La créance était un meuble incorporel. Ça c'est la deuxième saisie. Saisie conservatoire de créance. La créance est un bien meuble incorporel. Mais ces biens doivent appartenir au débiteur. La saisie conservatoire ne porte pas sur des immeubles. Il ne faut pas aller saisir un immeuble par voie de saisie conservatoire. Aucun juge ne peut l'autoriser. Même avant l'avènement de l'acte uniforme, elle portait sur les biens meubles. Pourquoi le législateur a exclu les meubles, les immeubles? Parce que les immeubles, comme vous le savez, depuis le 19e siècle, le législateur a entouré la saisie des meubles, des immeubles, de beaucoup de rigueurs, des procédures compliquées, longues et coûteuses. Parce qu'un meuble n'est pas à comparer avec des immeubles. Les meubles font partie, les immeubles plutôt, font partie des fortunes des familles. Vous pouvez avoir un véhicule qui coûte 50 000 $, une maison, c'est-à-dire une maisonnette de 15 000, ça ne c'est pas la même valeur. La procédure est compliquée, est longue et coûteuse. C'est pourquoi il faut passer par la saisie forcée. Autre chose également, nous parlons de créances. Les créances alimentaires, le salaire, ne peuvent pas faire l'objet de saisie conservatoire. Non, mon mari travaille, on fait la saisie conservatoire. Non, non. Ou bien on fait la saisie conservatoire sur le salaire, sur la rémunération, ou même sur... vous avez un travailleur, un agent, un travailleur d'une société qui vous doit de l'argent. Vous allez pratiquer la saisie conservatoire sur son salaire? Non, c'est interdit. Pour les salaires, les rémunérations, il faut pratiquer la saisie forcée, la véritable voie d'exécution forcée. Et là, même lorsque vous pratiquez cette saisie-là, le législateur, bon, je crois qu'un collègue va exposer là-dessus, le législateur prévoit qu'il y ait même une conciliation entre l'employeur, les travailleurs et les saisissants. C'est pour faire ressortir ce caractère alimentaire du salaire. Le salaire a un aspect alimentaire, et le travailleur ne vit que de ça. Et puis vous savez, même si vous avez cet acte-là, on ne saisit pas la totalité, on saisit, suivant la législation nationale, n'est-ce pas, combien on saisit? Le salaire est saisi de combien? 1/5. Pourquoi? Parce qu'il a un caractère alimentaire. Alors, maintenant, je vais passer à l'analyse de toutes les trois saisies. Commençons avec la saisie des biens meubles. En principe, je mets toutes les saisies ensemble, je donne les conditions et les étapes à suivre.
pour qu'on aille, que ça soit clair. Dans ce procès-verbal, il faut indiquer une mention qui défend, qui interdit le tiers saisi de disposer des sommes saisies. Il faut qu'il sache dans ce procès-verbal que si il manipule ces sommes qui sont saisies, il encourt des sanctions. Et ces sommes sont saisies, il faut l'indiquer, sont saisies dans la limite, c'est ça le cantonnement, dans la limite de ce qui est dû. 500 000 $, c'est ça le compte, mais vous, on ne vous doit que 100 000. On ne peut pas indisponibiliser tous les 500 000. C'est bloquer l'économie du pays. Parce que les banques, même les tiers, dont les débiteurs peuvent utiliser d'autres sommes. L'avantage avec le cantonnement, c'est quoi? C'est lorsque vous aurez le jugement qui convertit cette saisie conservatoire en véritable voie d'exécution forcée, ces sommes peuvent vous être attribuées. Le montant qui a été cantonné peut vous être directement attribué. Si vous avez l'acte, donc vous avez un jugement qui a été rendu après la conversion. Alors, dans les 8 jours pour la saisie des biens meubles, des créances, je voulais dire, dans les 8 jours, la saisie est portée à la connaissance du débiteur, je l'ai dit, c'est la dénonciation. Dans les 8 jours, vous pratiquez entre les mains du tiers. Dans les 8 jours, il faut informer les débiteurs que votre compte a été saisi. Bon, ça peut être aussi une créance. Hein? C'est comme moi là, Abed me doit, monsieur Abed me doit 100 000 $. Mais notre ami ici qui est à côté doit à Abed 300 000. Alors moi, je peux pratiquer la saisie chez lui. Mais dans les 8 jours, on doit révéler à Abed, l'informer, dénoncer, lui dire, bon, écoutez, ça a été saisi. Parce qu'en fait, quand on pratique cette saisie-là, lui n'est pas informé. Il faut qu'il soit informé. Et, comme d'habitude, dans cet acte où on dénonce, on l'informe, on informe au débiteur saisi, il faut préciser les mentions relatives à l'ordonnance de saisie. Il faut annexer le procès-verbal de saisie. Il faut qu'il voit ça, les mentions de ce procès-verbal-là. Il faut qu'il voit la preuve que ça a été saisi effectivement. Il y a 8 jours, avant 8 jours. Il faut aussi qu'il y ait des mentions relatives au fait qu'il peut solliciter la main levée. La main levée. Si les conditions de validité ne sont pas, les conditions que nous avons vues là, ne sont pas réunies. Et pour la saisie conservatoire de droit des associés des valeurs mobilières, les conditions sont presque les mêmes. Vous pratiquez la saisie des droits des associés des valeurs mobilières et l'huissier signifie au débiteur et procède à la saisie. Et dans les procès-verbaux, il décrit les biens qui sont réellement saisis et il établit un procès-verbal en bonne et due forme, signé par lui-même et les parties qui ont assisté à la saisie. Alors maintenant, il faut noter ceci. Pour la saisie de créances, le tiers qui est saisi peut être poursuivi si il a refusé de donner des informations en rapport avec les sommes qui sont à sa possession. Il doit fournir aux huissiers toutes les informations relatives à la créance, aux modalités de la créance.
aux modalités qui affectent la créance. En cas de refus sans motif légitime, il s'expose de payer lui-même. On dit les tiers s'exposent à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée. C'est très grave. C'est pourquoi les banques ont toujours peur de payer ou de bouger les comptes, d'actionner les comptes, lorsque il y a eu la saisie conservatoire de créances qui a été pratiquée. Une autre information que vous devez savoir, c'est que pour toutes ces saisies-là, lorsque vous avez demandé l'autorisation de saisir et qu'on vous l'a accordé, c'est l'article 60, on vous donne 3 mois. Si vous ne faites rien, il y a caducité. Donc vous demandez l'autorisation au juge, on vous donne l'autorisation et vous restez. Vous ne faites rien. Vous devez savoir qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus procéder à la saisie de ce bien conservatoire, de ce bien, sauf bien entendu si vous rentrez encore devant le juge pour demander, parce qu'il y a caducité. Puisque la finalité des saisies conservatoires, c'est de mettre les biens du débiteur sous la main de la justice pour les rendre indisponibles. Si le débiteur saisi, dans les 3 cas, ne bouge pas, n'avance pas, ne paye pas, à ce moment-là, il faut chercher à convertir cette saisie conservatoire en véritable voie d'exécution forcée, c'est-à-dire la transformation. C'est comme ça qu'on peut avoir des saisies-ventes, saisies-appréhension, saisies brandon, ainsi de suite. Parce que les saisies conservatoires, c'est pour saisir et conserver. On s'arrête là. Alors, si vous voulez maintenant, s'il y a la résistance du débiteur, il faut maintenant chercher à convertir ces saisies en véritable voie d'exécution forcée. C'est-à-dire, rentrer devant le juge, lui demander de pouvoir, par voie judiciaire, de rendre un jugement qui convertit ces saisies conservatoires de simple voie de sûreté en véritable voie d'exécution forcée. À ce moment-là, on va vendre ces biens que vous avez saisis aux enchères, s'il s'agit de la saisie-vente, ou on va vous l'octroyer s'il s'agit de la saisie des créances, ou vendre encore aux enchères s'il s'agit des droits des associés ou des valeurs mobilières, vous voyez, les actions, etc. Voilà, mes chers amis, brièvement, ce que je peux dire sur les saisies conservatoires. Les textes qu'on a balancés là au tableau n'est qu'à titre indicatif. Je vous remercie. Et il y a un test, sondage. Non, d'abord, il n'y a pas de questions. Il y a des questions d'abord. D'abord, les questions. Ok. Nous passons à la séance des questions-réponses. Nous allons prendre 3 questions. Petite préoccupation, c'est juste de me rassurer d'un aspect de choses. Vous l'avez très bien fait, les 3 possibilités de saisie conservatoire, mais je suis plus intéressé par celui de droit des associés. En savoir sur le moment, vous avez dit clairement que les associés, il faut distinguer les biens appartenant à l'entreprise et ceux qui peuvent être attribués à chaque associé. Et comme exemple, vous avez donné les intérêts des parts. Alors ma préoccupation est la suivante. Quand est-ce qu'on peut saisir, sachant que souvent les intérêts, ils sont mensuels, hein, à la fin d'un mois, on voit un peu les bénéfices, et certainement qu'on vire dans le compte des associés. Le moment, est-ce qu'on peut opérer une saisie pour des intérêts à venir, ou il faut attendre que ces intérêts soient effectivement logés dans le compte de l'associé?
Je pense que la nuance, je me suis très bien fait comprendre. Peut-on opérer une saisie pour un bien à venir certain ou il faut attendre le bon moment, sachant que le débiteur qui sait qu'il a à devoir à un créancier peut s'arranger et même transférer les biens avant qu'il n'arrive. Comment se comporter dans ce sens-là? Et aussi pour parler il y a une seule fois, la possibilité, quand on suspecte un tiers pouvant détenir une créance de son débiteur, on n'a pas la certitude. Y a-t-il un mécanisme qui nous mette à l'abri de s'attaquer à un tiers qui en réalité n'a rien? Il y a eu un cas de, je dirais, vol de beaucoup d'argent par un commerçant à l'égard d'un autre commerçant. Et dans ce vol, il y avait l'implication des militaires. Mais la personne volée a du coup identifié la personne qui l'a volé. Dans ces cas-là, pour traiter ces dossiers-là, on peut dire qu'il y a créance, on peut saisir, on peut appliquer les droits au HADA ou on doit appliquer les droits communs. Des pertes cette année-là. Et les associés supportent la perte. Mais s'il n'y a rien, vous voyez que vous aurez engagé une procédure qui va vous coûter cher, gratuitement, et vous n'aurez presque rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, et ça je réponds également à la deuxième préoccupation, il faut, lorsque vous voulez pratiquer la saisie, il faut toujours vous rassurer que le débiteur a de l'argent à tel endroit, il a des biens, parce que, mes frères, je vous assure qu'une saisie pratiquée naïvement sur le bien d'autrui peut vous coûter cher. Parce que les clients, on peut les poursuivre en dommages et intérêts parce qu'il a immobilisé les avoirs, les biens d'autrui, alors que ces messieurs-là n'étaient pas débiteurs. Donc il faut toujours prendre le soin de vérifier. Même les meubles, il faut toujours... Vous voyez quelqu'un avec un véhicule circuler dans toute la ville chaque jour. Et c'est son véhicule. Il faut aller à la direction des contributions. Moi, je me souviens, maître ici, je ne sais pas s'il était encore dans mon cabinet, parce qu'il a commencé dans mon cabinet. On avait pratiqué la saisie sur le véhicule, des véhicules donc des camions, vous voyez, des camions qui font des travaux ici, d'un architecte. Ce n'était pas une société commerciale. Quand nous sommes allés vérifier, ce n'était pas ses propres camions. Et vous connaissez la conséquence? Le saisi a introduit une action réconventionnelle. Il demandait des centaines de milliers de dollars américains pour avoir subi un dommage. Oui, mais en fait, ce n'est pas le saisi. Les tiers victimes, il dit, moi, je ne vous connais pas, je ne vous dois rien. Mes véhicules font quoi ici? Mes 4 roses sont là. Vous allez vérifier. Et ça coûte cher, mes frères. Donc, c'est pourquoi il faut toujours être sûr. Parce qu'on dit, la finalité, c'est indisponibiliser, n'est-ce pas? Ça signifie que les biens ne vont pas bouger. On ne va pas les utiliser. Ils subissent un dommage, un préjudice, mais si il ne vous doit rien, ah mais à ce moment-là, vous lui causez du tort. Donc, si vous suspectez, vous n'êtes pas sûr, ayez vos apaisements, faites des recherches calmement. Il y a des personnes morales, des droits privés, qui ont des comptes dans presque 5-6 banques ici. Mais tous ces comptes-là ne sont pas ravitaillés de la même manière. Il y a un compte où chaque jour, il met de l'argent là-bas. Mais il y a des comptes comme des prêtres, non, ils sont là comme ça, il n'y a pas grand-chose. Alors si vous voulez saisir, pour que la saisie produise des effets, allez vérifier. Mais aucune banque ne peut vous donner des informations sur son client. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me prendre beaucoup de temps.
aller dans la même société, voir comment on fait des opérations, sans pour autant faire l'opération vous-même. Et vous allez voir qu'il y a, quand on paye, les agents, quand il y a des problèmes sociaux, ils payent sur quelle banque, quelle est la banque. On va dire, non, comme il y a beaucoup de fréquences, c'est là où il y a l'argent. Et vous verrez que vous allez, n'est-ce pas, avoir quelque chose. Mais il faut être pratique. En tout cas, on ne peut pas vous dire, sinon vous risquez de vous exposer à des procédures qui peuvent vous coûter cher. Bon, je crois que j'ai essayé de vous rencontrer. Alors, pour le voleur, un voleur qu'on a identifié, donc vous êtes victime du vol. On vous dit non, le voleur est là, c'est lui qui a volé. Et c'est une créance au sens du droit civil. Parce que nous avons dit les conditions, la créance doit avoir une source contractuelle. C'est ça la condition. C'est-à-dire qu'elle provient d'un contrat. Ou soit, elle doit provenir d'un effet de commerce. Voilà les deux conditions. On ne parle pas de créances qui proviennent des délits. Ah, il y a aussi des créances qui proviennent des délits. Hein, parce que les délits aussi, vous pouvez être créancier de l'obligation à réparer ou de l'obligation à recevoir la réparation. Vous êtes victime d'un accident de circulation. Vous êtes créancier de l'obligation à recevoir la réparation. Est-ce que c'est de cette créance-là qu'il s'agit? Dans ces cas-là, ça c'est un délit, c'est une infraction. Comme c'est un voleur, il faut les poursuivre sur le plan pénal. Si vous pratiquez la saisie, mais vous aurez même perdu tous les sens du droit qui est le droit et avant tout a pour rôle de protéger la société et de faire en sorte que, de briser la résistance, de briser la violence, de briser les troubles et même les désordres. Donc il faut aller sur le plan pénal pour pouvoir entrer en possession, n'est-ce pas, des droits, comme on observe 8 jours, c'est ça? 8 jours. Non, je ne passe en tête. Avant de sortir, je vais vous donner la disposition qui prévoit qu'il faut observer les délais de 8 jours dès que vous avez opéré la saisie avant de signifier, n'est-ce pas, au débiteur. Je vais vous donner la disposition. Pardon? L'article? Ah, voilà. On a trouvé la oui. Les mentions obligatoires de la requête. Vous partez des articles 54, 55, 56 et suivants. Monsieur le professeur, ma question c'est par rapport aux droits des associés. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas saisir le bien des associés. C'est pour toutes les formes des sociétés ou soit il y a certaines sociétés à responsabilité illimitée. Alors j'aimerais savoir si cette condition est valable pour toutes les sociétés. Merci. Je prends l'exemple, parmi le meuble saisi, il y a un congélateur, comme venait de le dire le professeur. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver que ce congélateur a été peut-être abîmé suite d'enchauffement dans le cas où le tiers saisi était le tiers saisi utilisait quoi ça, la machine en question. Le congélateur qui a été saisi. Comment apporter la preuve qui n'est pas abîmé? Reprenez un peu la question. Il a été endommagé, non par la suite du chauffage, mais parce qu'il était en train d'utiliser ça. Oui. En principe, lorsqu'on procède à la saisie des biens meubles, il faut que l'huissier décrive la nature et l'état du bien saisi. Ça signifie quoi? Il met par exemple congélateur, il met la marque en bon état ou l'épave. Maintenant, si c'est un vieux congélateur, il va mentionner vieux congélateur, parce que ça se voit.
Pourquoi? C'est pour éviter ce genre de problème. Si vous estimez que le congélateur a été abîmé, est-ce que vous savez qu'il y a quelque temps dans les cours dans les tribunaux, à l'époque, dans les tribunaux de paix, vous trouvez des chaises, des congélateurs, des frigos. C'était quoi? C'était des biens saisis, enlevés, mais on a constitué gardien, le greffe, je ne sais pas, les greffiers ou qui gardaient. Et les justiciables se mettaient sur ces choses-là. Et vous voyez parfois certains fauteuils s'enfoncer. Vous voyez un peu ça. Ce qu'il faut seulement noter, c'est que lorsqu'il y a la saisie, c'est au tort du saisissant. Parce que si c'est abîmé, alors que ça a été saisi, vous aurez peu de montant de créance. Par exemple, c'est un congélateur qui coûte 450 $. Il est abîmé, on peut le vendre à 40 $ et vous aurez 40 $ aux enchères. C'est vous qui perdez. Parce que vous serez obligé de pratiquer encore la saisie dans le patrimoine du débiteur pour recouvrer encore le montant de la créance. Alors, c'est comme ça qu'il faut veiller pour que les biens ne soient pas abîmés. Alors, une autre préoccupation, vous avez conclu un contrat, on a prévu un montant pour l'exécution. Par exemple, une clause pénale. On dit, bon, voilà l'exécution du contrat, le débiteur payera, ou celui qui va violer le contrat payera par exemple 200 000 $. Pour toute la durée du contrat. Il exécute au milieu du contrat ou 2 ans après, suspension. Le contrat a une durée de 5 ans. Mais si à la fin de 2 premières années, au moment où il y a la suspension, il faut payer, le débiteur doit payer 100 000. Et puis après, il n'y a plus d'exécution. Quel est le montant qui sera pris en considération par les créanciers pour procéder à la saisie? Le montant qui doit être pris en considération pour procéder à la saisie, c'est le montant effectivement dû. Il ne faut pas discuter. S'il y a 2 montants contradictoires, donc le créancier, le débiteur dit c'est 200 000, le créancier dit 100 000, allez devant le juge. Pourquoi? La créance doit être certaine. Quand vous allez annexer cette preuve-là, lui peut venir avec une autre preuve, on va lever. Il y aura la main levée. Donc il faut qu'il y ait la certitude. Même si, au moment de la suspension, il y a eu un montant d'autant, alors on était convenu pour autant, il faut toujours... Qu'est-ce qui est mieux de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en principe? C'est que le créancier et le débiteur concilient les comptes. Dis mon cher, dans cette histoire, tu me dois autant. L'autre dit non, ce n'est pas autant. Ok, vous signez un document. C'est fini. Ça, c'est une créance certaine, liquide, exigible. Il ne faut pas aller avec des montants contestés. L'autre dit 100 000, l'autre 20 000. Non. Il faut se mettre d'accord. Si vous estimez que ce n'est pas un montant qui est certain, autant saisir le juge par voie d'assignation pour vous éviter des difficultés. Ah bon, madame qui est au fond dit, bon, les délais de 8 jours, c'est à partir de quand? Bon, c'est à partir de la saisie elle-même. Parce que l'acte de saisie qui sera signifié au tiers saisi, donc au débiteur saisi, va indiquer la date où la saisie a été pratiquée. D'abord, il faut savoir que, je crois que c'est l'article, c'est pas 10.8 de l'acte uniforme, dit que tous les délais de l'acte uniforme relatifs aux procédures simplifiées de recouvrement en voie d'exécution, ce sont des délais francs. Ce sont des délais francs. C'est aussi une innovation. Alors maintenant, quand on cite ces délais-là, il faut que ça soit à partir, c'est au lendemain de la saisie. C'est-à-dire, dès qu'on a pratiqué la saisie, vous commencez à compter le délai. C'est à partir de la saisie, entre les mains du tiers, de biens qui se trouvent entre les mains du tiers. Maître Abed Kayembe, à vous la parole. Il y en a d'autres qui sont venus aujourd'hui pour leur première fois.
Mais hier, nous avons commencé à parler de la saisie-attribution, qui était effectivement une voie d'exécution forcée. Et aujourd'hui, ce qui est bien, le professeur a parlé d'une voie de sûreté qui est la mesure conservatoire, qui ne consiste qu'à mettre le bien sous la main de la justice et empêcher que les débiteurs puissent organiser soit son insolvabilité ou soit qu'ils puissent en disposer. Donc on vise seulement à empêcher que le débiteur puisse en disposer ou organiser son insolvabilité, notamment en vendant le bien, en dilapidant le bien, en cédant même les actions, comme le professeur l'a dit. On peut céder les actions ou en disposant des sommes d'argent qui sont dans un compte. Le temps pour vous d'obtenir un titre exécutoire. Vous devez retenir que pour le premier qu'on a parlé hier, la saisie-attribution, il exige pour sa mise en marche un titre exécutoire. Et je crois qu'on en a abordé suffisamment hier pour ne plus y revenir. On a parlé de l'article 33 qui est en train de définir les différentes sortes de titres exécutoires. Donc vous voyez que d'un côté, on a l'obligation d'avoir un titre exécutoire, mais pour la saisie conservatoire, on n'a pas l'obligation d'avoir un titre exécutoire tel que défini à l'article 33. Comme ce sont les deux matières, j'aimerais aujourd'hui, pour des raisons pédagogiques et méthodologiques, de dire quelles sont les limites à toutes ces saisies. Est-ce qu'on peut tout saisir? Est-ce qu'un créancier saisissant ou poursuivant peut tout saisir? Ou y a-t-il pas là des limites à la saisie, qu'il s'agisse de la saisie attribution qu'on a parlé hier, ou de la saisie conservatoire que le professeur Nicolas Cabassere a si bien introduit et développé. Alors, nous allons faire le même exercice en ayant avec nous les dispositions du droit OHADA. On peut lire de 50 à 52 et cela va nous permettre de savoir si on peut tout saisir ou pas. L'article 50 dit ceci: de l'acte informe portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution, les saisies peuvent porter sur tout le bien appartenant au débiteur alors même qu'il serait détenu par des tiers, sauf si ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque État partie. J'aimerais qu'on note avec nous, sauf si ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque État partie. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent aux créanciers saisissants. 51. Le bien et droit insaisissables sont définis par chacun des États parties. Le bien et droit insaisissables sont définis par chacun des États parties. 52. Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. Donc, le législateur OHADA pose ici le principe de l'insaisissabilité de certains biens. Et la nature de ce bien ne sont pas définies par le législateur OHADA, mais il est renvoyé à chaque État membre, chaque État partie, de définir qu'est-ce qu'il entend par bien insaisissable. Retenons que par
par la lecture des articles 50 et 52, nous voyons clairement qu'on ne peut pas tout saisir. Le sauf introduit l'exception. Mais vous verrez qu'au départ, on dit on peut saisir tout le bien. Ça, c'est le principe. On peut saisir tous les biens de son débiteur. Ça, c'est le principe. Et il est en accord avec l'article 245 de la loi dite foncière en droit congolais qui dit que le bien présent et futur de son débiteur sont les gages communs de ses créanciers. C'est le principe. Nous l'avons dit hier, le professeur Kalongo disait que le droit, sa beauté réside dans les exceptions. Les exceptions. Le principe, on peut saisir tous les biens de son débiteur, mais l'exception, sauf si ces biens ont été déclarés dans la loi nationale de chaque État partie comme insaisissables. Et on va faire cet exercice ici, sommaire, en République démocratique du Congo. Quels sont les biens que le législateur, dans les différentes dispositions, a déclaré insaisissables? Et il y en a légion. Des biens que le législateur a déclarés insaisissables, il y en a légion, mais malheureusement, les huissiers, les greffiers, les créanciers continuent à saisir. Et pire encore, les juges qui sont en train d'ordonner soit la confirmation de ces saisies, soit les rejets des contestations, violant manifestement ce droit au HADA. Nous avons dit qu'au départ, le législateur communautaire, ce qu'il poursuit, c'est l'amélioration du climat des affaires. Et nous sommes les acteurs, nous sommes les opérateurs judiciaires qui devons tous en être garants, chacun dans le rail ou dans le couloir qui lui revient. L'huissier de justice, l'avocat, le greffier, le magistrat du siège ou debout, il doit veiller. Parce que tous nous sommes assermentés, nous n'avons juré que de respecter la loi et de faire respecter la loi. Et c'est cela l'intérêt de l'Académie Abed Kayembe, que nous devons avoir tous une même vue doctrinale sur les notions ou sur les articles, les dispositions communautaires. Parce qu'à la sortie d'ici, l'intérêt, c'est que nous devons tous savoir qu'est-ce qui est saisissable, qu'est-ce qui n'est pas saisissable. Et la saisie judiciaire elle-même, nous devons le savoir, ne s'entend que définition doctrinale, ne s'entend que de biens qu'on peut saisir. Tout ce qui est insaisissable, comme le mot le dit, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on ne peut pas saisir. Ce qui est insaisissable veut dire qu'on ne peut pas le mettre sous le sceau du ministère de l'huissier de justice. On ne peut pas le saisir. C'est aussi français que le mot le dit, insaisissable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir. Mais dans la réalité, je vous dis, à notre grande tristesse, on saisit même des biens insaisissables. Alors, il y a une nuance aussi entre un bien insaisissable et l'immunité. Parce qu'on risque de confondre ces notions. La notion de l'immunité, il tient de l'article 30. Et nous allons le lire. Ça, c'est la matière qui traite de l'immunité. L'immunité. Mais la matière qui traite de l'insaisissabilité, c'est les articles 50 et 52. L'immunité, nous lisons à l'article 30. L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. Ça veut dire quoi? Tout simplement
que l'insaisissabilité est liée à la nature du bien, mais l'immunité est attachée aux personnes. C'est ça déjà la première différenciation. Par ces deux définitions, vous voyez, on dit que l'exécution forcée, les mesures conservatoires qu'on a apprises aujourd'hui, ne sont applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. D'immunité d'exécution. On souligne ça. Donc l'immunité est attachée aux personnes, mais la nature d'insaisissabilité est attachée au bien. C'est la nature du bien. Ce n'est pas lié à la personne. Quelle que soit la personne en présence, on regarde la nature du bien. Et on dit qu'il est insaisissable. Il en est ainsi des outils de production, des outils du travail dans un cabinet d'avocats, de médecins. Tous ces outils sont insaisissables, vu l'affectation de ce bien. Mais indistinctement de la personne qui utilise ces biens. Mais l'immunité, quant à elle, c'est lié à la personne. Alors ici, on parle de l'immunité d'exécution. On ne parle pas de l'immunité des juridictions. L'immunité des juridictions concerne exceptionnellement les organisations internationales, dont la MONUSCO, nous avons quoi encore, l'OIT, l'OMS, toutes ces organisations internationales ou des institutions spécialisées, les Nations Unies, les ambassades, tout ça, c'est l'immunité des juridictions. Et ils ont et l'immunité des juridictions et l'immunité d'exécution. Ça veut dire quoi? Tu as un procès avec ces institutions, tu as un litige avec ces institutions, tu ne peux même pas les assigner devant nos juridictions. Ils sont incompétentes. Aucun juge ne peut condamner ces personnes, l'immunité des juridictions. On ne peut pas les déférer devant, soit en matière civile ou en matière pénale, ces personnes bénéficient de l'immunité des juridictions. On ne peut pas le poursuivre. Mais alors que l'État congolais, ses démembrements et les établissements publics n'ont pas d'immunité des juridictions, tu peux attraire la République démocratique du Congo en justice devant les cours et tribunaux. Et c'est ce qu'on fait le plus souvent en matière de conflits fonciers, et surtout lorsque le conservateur est appelé. Nous appelons aussi la République démocratique du Congo, qui est son employeur, afin de répondre. Et s'il y a même condamnation, on peut condamner la République. Ça, c'est important de le savoir. Ils n'ont pas d'immunité des juridictions. Mais au moment que tu obtiens ton arrêt définitif inattaquable, que tu veux exécuter contre la République ou ses démembrements, ou des sociétés d'État, ou des établissements publics, en ce moment-là, on va maintenant t'opposer l'immunité d'exécution. Tu as les titres exécutoires, oui, mais tu ne peux pas l'exécuter comme ça contre eux. Comme la Banque centrale, c'est un établissement public, OCC, les établissements publics, le FPI, établissement public, tu as une décision, tu as trait le FPI, tu gagnes, mais tu ne peux pas aller exécuter n'importe comment. Là, ils vont t'opposer l'immunité d'exécution. La seule voie qui est admise, c'est la compensation. Et le professeur en a abordé en disant que, mais si tu n'as pas de dettes là-bas, comment compenser? Point d'interrogation. Et ça, c'est l'immunité d'exécution. Mais nous voulons d'abord parler de limite de la saisie dans l'aspect de la nature d'insaisissabilité de ce bien. La nature d'insaisissabilité de ce bien. Et si le temps nous permet, nous aborderons
le deuxième aspect des limites aussi à la saisie, ce sont des aspects qui limitent la saisie, c'est l'immunité d'exécution. Tu as un titre, mais face à certaines personnes, tu ne peux pas l'exercer. Alors, s'agissant de la notion d'insaisissabilité, je crois que tous on a compris que c'est du fait de la loi. Et quand on parle de la loi ici, il ne s'agit pas dans le sens strict, c'est-à-dire des textes qui sont votés par les deux chambres parlementaires. Non, il s'agit de toute source de droit. C'est dans le sens le plus large qu'il faut considérer ici quand le législateur communautaire dit que c'est défini dans la loi de chaque État partie. C'est-à-dire, autrement, il pouvait dire c'est défini dans le droit interne de chaque État partie. Et chaque État partie définit ce qu'il entend par bien insaisissable. L'honorable Guy Mafout est parti, mais ça aurait été quand même, après 10 ans, judicieux de pouvoir avoir une loi qui rassemble tous les biens déclarés insaisissables de manière éparse dans plusieurs dispositions pour le mettre dans un seul document, de faciliter le travail aux opérateurs judiciaires, mais aussi de sécuriser et de renforcer le climat des affaires. Une loi sur les biens insaisissables. Et je crois que nous le ferons demain, cette proposition ensemble, pour qu'il porte cette loi, parce qu'on a renvoyé expressement à un travail d'un législateur interne pour récupérer tous les éléments qui sont insaisissables à gauche, à droite, et d'en faire une loi unique. Nous avons quand même fait l'effort. Je puis demander à mes collaborateurs de m'apporter la revue juridique. Nous y avons travaillé sur les biens insaisissables avec en appui quelques recherches de dispositions en droit interne. Et c'est aussi l'occasion pour moi de nous encourager de s'en procurer, parce que c'est un article que nous avons abordé dans cette revue et qui aujourd'hui va nous servir de restitution et de partage d'expérience et du droit. Alors, nous avons quelques textes que nous avons cherché fouiner. Les articles 111 et suivants du Code du travail en vigueur, il détermine également l'assiette de biens insaisissables. Nous avons également les articles 1er, 2, 3, 3.1, et 73 de la loi numéro 18 barre 027 du 13 décembre 2018 portant système de paiement et des règlements de titres. Nous avons également répertorié l'instruction 10 de la Banque centrale du Congo en son article 2 portant sur l'indisponibilité de la réserve obligatoire imposée aux banques commerciales. Donc c'est l'instruction 10 de la Banque centrale du Congo
en son article 2, qui dit clairement que les sommes d'argent que les banques déposent en ces livres, en termes de réserve obligatoire, sont indisponibles. Ils ne peuvent pas faire l'objet de saisie parce qu'ils servent justement à faire fonctionner le système bancaire en République démocratique du Congo. Nous avons également l'instruction 24 de la Banque centrale relative à l'émission de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique, spécialement en son article 18. Spécialement en son article 18. Ça concerne les RTL Monnaie, le M-Pesa, parce que pour faire ces opérations, ces sociétés qui sont devenues des sociétés financières dans cet aspect de choses ont l'obligation d'ouvrir de comptes de règlement pour se faire un marché de compensation. C'est pourquoi tu peux passer de M-Pesa à Orange Money, tu peux transférer. Cet argent qui sert à la circulation de l'économie nationale, malheureusement, fait très souvent l'objet de saisies. Très souvent l'objet de saisies. Nous avons été saisis pour une consultation appuyée là-dessus. C'est ce qui nous avait amené justement à publier cet article. Ça fait l'objet constamment de saisies. Et enfin, nous avons sur la question des matières de biens qu'on a déclarés insaisissables ou indisponibles, nous avons la circulaire numéro 15 du 24 septembre 2016 relative, elle précise bien, l'interdiction de recourir à la procédure d'exécution forcée contre les personnes morales bénéficiaires de l'immunité d'exécution du ministre de la Justice, à l'époque Alexis Tambwe. La circulaire numéro 015 du 24 septembre 2016 relative à l'interdiction faite aux huissiers de justice et à tous les créanciers sociaux d'aller saisir contre les personnes bénéficiaires d'immunité d'exécution. Nous avons dit qu'on va procéder de deux manières. On va d'abord regarder les limites qui tiennent d'abord à l'insaisissabilité ou à l'indisponibilité de ce bien. Et nous allons maintenant, si le temps nous permet, venir voir les limites face aux bénéficiaires d'immunité d'exécution. Je sais que je parle aux praticiens. Il nous sera très difficile de détailler un après l'autre, mais ce sont des orientations claires. Si tu n'as qu'un lit, on ne peut pas saisir ton lit parce que le législateur l'a dit ainsi, il est insaisissable. Donc même si on vient dans ta maison, tu as en droit de dire que non, vous n'allez pas saisir mon lit. Il est insaisissable. Et s'il y a des huissiers de justice ici, même vous-même, parce que le droit humanitaire est supérieur au droit des créances. Il y a la hiérarchie de droits fondamentaux. Et le droit humanitaire est supérieur au droit de créance. C'est pour des raisons d'humanité que le législateur le dit. Tu ne peux pas venir, ils n'ont qu'un bouc, tu ne prends que l'unique bouc qui doit faire, ou l'unique vache qui doit reproduire. Il y a même des nombres de têtes de bêtes qu'on ne peut pas, jusqu'à quel seuil ne pas saisir. Il a pris même des conditions rurales, parce que le code de procédure civile a été pris à l'époque coloniale. On est encore à l'époque coloniale. C'est avant l'indépendance. Donc on a pris les réalités rurales. Donc
c'est important de le savoir. Les outils de production dans une entreprise sont insaisissables. On a vu très récemment sur la place publique, les huissiers descendent aller saisir les machines de travail dans une banque. C'est une honte. On ne peut pas, parce que ce sont des outils et qui ont des systèmes de caisse. Ils vont saisir même les ordinateurs des caissiers. Mais on va payer comment? Ce sont des outils de production. Donc c'est important de savoir qu'il y a des limites et on va dire comment faire sur le plan pratique, administratif, disciplinaire, voire pénal, pour inquiéter des personnes qui violent délibérément la loi. Et nous sommes très contents, le procureur général est ici représenté, donc c'est important d'inquiéter maintenant toutes ces personnes qui mettent du chaos, car le droit pénal, il est le garant de l'ordre public, social, économique, toute forme d'ordre public, même l'esthétique. Donc vous trouvez l'ordre familial, en venant saisir et en mettant les mamans, les enfants dehors, ils ne savent pas dormir, ils dorment à même le sol, on porte la paire, on va toucher maintenant les huissiers. Et le but de cet échange, c'est pour qu'à la fin, avocats, citoyens lambda, nous soyons à même de faire respecter la loi, car nul n'est au-dessus de la loi. C'est même pas nous qui le disons, cela est rappelé dans notre charte constitution fondamentale. Nul n'est au-dessus de la loi. Et le constituant de la RDC va plus loin, à l'article 62, il dit nul n'est censé ignorer la loi. Et lorsque nous sommes assermentés, nous devons savoir que nous avons un grand rôle dans l'ordre social, parce que la justice a d'abord une vocation de paix sociale. On l'a établi pour éviter la vengeance privée, pour éviter la loi du plus fort, pour éviter l'arbitraire. C'est comme ça que dans le pacte de Léviathan, on a décidé, non, confiant à des hommes qui sont assermentés, assidus, aguerris en droit, pour que l'ordre public et la paix sociale soient garantis. La réalité, c'est que aujourd'hui, on saisit tout. Récemment, on a même saisi l'ambassade, un des immeubles de l'ambassade de Congo-Brazza, avec tous les risques diplomatiques par des huissiers de justice. On saisit les comptes de l'OCC, vérifiez. On saisit tout, alors qu'ils sont bénéficiaires d'immunité d'exécution. On saisit, moi j'ai vu, on saisit même les lits, la seule télé de la maison, les chaises, et on vide tout. On laisse des familles à même le sol. Et ça, au vu et au su de tous, assermentés que nous sommes, nous avons prêté serment de respecter la loi. Nous l'avons dit, que l'exécution s'est faite toujours au tort et au risque du créancier saisissant. Et j'aimerais préciser uniquement sur les aspects civils, mais pour les aspects pénaux, disciplinaires, chacun doit en répondre. Chacun va en répondre. Et on va établir ici, et sous le contrôle bienveillant du procureur général, quelques qualifications pénales à commencer à entrevoir pour attaquer ceux qui violent délibérément la loi. Doralex, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. On doit la respecter tous. Alors, que faire lorsque, en dépit du fait que vous avez un bien insaisissable, mais il est saisi? Vous n'allez pas croiser les bras, parce qu'il est déjà saisi. On a dit même les sommes d'argent versées dans un compte qui est insaisissable, la masse salariale, on saisit même la masse salariale. L'argent des payes, on saisit. Que faire? On a déjà saisi. Et lui, c'est quand il saisit auprès d'un tiers, il ne peut rien faire.
C'est comme on t'a mis les Mbassou. Mais tu es déjà sous Mbassou. Tu ne peux rien faire. La voiture ne peut pas aller de l'avant. Tu es immobilisé. Malheureusement, même une saisie manifestement illégale produit tous ces effets. Vous devez les savoir. Et c'est à cela qu'on joue maintenant. Je n'ai pas pu citer, mais il y a aussi l'arrêté interministériel de finances, je vais vous donner plus de précision, de finances, de l'économie nationale et du transport qui reconnaît le RLT, une redevance qu'on redonne maintenant à l'ONATRA et qu'on précise est insaisissable parce qu'appartenant à l'État congolais, mais les huissiers saisissent les RLT. Nous vous en donnerons plus de précision dès que j'aurai récupéré l'arrêté. Ça fait partie des mises à jour qu'on va faire. Donc l'arrêté interministériel, nous avons été aussi consultés. Il dit, mais les huissiers viennent en banque, c'est clairement dit. Les biens de l'État. Cet argent-là, c'est le droit dû à l'État congolais. Mais on va quand même saisir. Alors qu'on a dit aussi bien la nature de ce bien que le compte dans lequel il est versé est insaisissable. Où qu'on mette cet argent, on ne doit pas le saisir, mais on saisit. Et l'argent, je vous dis, dans la pratique, est décaissé. Et on va vous dire comment ça se passe. Parce que nous avons été consultés, on nous a donné les évidences, et c'est triste. C'est triste pour l'économie nationale, c'est triste pour le fonctionnement de la justice. Donc, on saisit ton bien, il faut pas croiser les bras. Tu es dans cette situation, on vient te les dénoncer, tu as 1 mois pour faire élever les contestations. Quand tu lèves les contestations en justice, devant la juridiction d'urgence, ne croise pas seulement les bras pour cette procédure. De manière pratique, je vous conseille, de manière pratique, en attendant l'issue du juge, parce que le juge congolais, des fois, est très imprévisible, sur cette question d'urgence pour apprécier les contestations, déposer plainte pénale contre l'huissier de justice, contre les saisissants. Déposer plainte pénale. Dans tous les ressorts, excepté la ville de Kinshasa qui a 2 procureurs généraux, c'est le monopole de l'action publique est reconnu au parquet général. Ils sont plus efficaces, plus diligents, ils peuvent donner les instructions, déposer plainte devant les parquets généraux contre l'huissier qui est assermenté près cette juridiction. La motivation, si vous êtes un particulier ou selon que vous êtes une société d'État, vous pouvez même parler de l'atteinte à la sûreté intérieure. Lorsque l'État, il se voit des gens prendre des millions d'argent, on peut mettre la sûreté intérieure économique en danger. On prive l'État de moyens de son action. On prive l'État de sa politique, de stabilité. Lorsqu'on saisit les systèmes MPSA, tout ça, on veut mettre KO l'État. Ce sont des actes terroristes à l'extrême. Donc vous pouvez aller sur cet aspect lorsqu'il touche la sûreté intérieure du fonctionnement de finances, parce que ça, mais c'est grave. Si on les laisse prospérer, parce qu'ils se sont organisés en bande, c'est-à-dire non saisis, et quand ils vont contester, on va rejeter la contestation sur la forme, et puis on va décaisser l'argent. C'est déjà classé comme ça. Et des millions sont en train de saigner. Avant d'aller, quand vous faites les contestations, prenez une date la plus lointaine possible. Ne faites pas l'erreur d'abréger les délais. Non, non, non. Dans ces conditions, vous êtes en jeu de millions. Mettez une date même à 3 mois.
Dans l'intervalle, battez-vous que le parquet, un, gèle les comptes. Gèle les comptes. 2, double gel. Hein. Maintenant, cette fois-ci, le gel de compte du parquet jusqu'à la fin de l'instruction. Poursuivez ces personnes. Ça, de manière pratique, je parle aux praticiens, qu'ils soient déférés et faites-les lire la loi, la Constitution, la loi fondamentale leur dit nul n'est censé ignorer la loi. Et en tant qu'assermenté, c'est une circonstance aggravante, aussi bien en disciplinaire qu'en répressive. Ça peut aggraver ton sort. Parce que tu as prêté serment de respecter la loi. Poursuivez ces personnes en sûreté intérieure, poursuivez ces personnes en rébellion s'il le faut, et soyez à l'aise parce que le parquet disqualifie, réqualifie à votre intérêt. Mais déposez quand même plainte. Rébellion s'il le faut parce que l'autorité, c'est l'autorité de la loi qu'on ne veut pas respecter. Abus de droit, abus de pouvoir, comme vous le pouvez. Mais trouvez une qualification pénale, elle soit bonne ou pas, donnée au parquet. Il va qualifier, réqualifier, disqualifier, mais on va mettre la main et arrêter les saignements. Parce que des millions sortent tout le jour par des saisies illicites. Des saisies illicites. Si vous êtes débiteur, il faut le faire. Si vous êtes encore très prévoyant, vous saisissez aussi l'inspecteur général des services judiciaires pour qu'il demande déjà à son niveau le dossier en communication, à l'huissier d'exécution qui est en train de poursuivre, demandez déjà ces dossiers en communication. Ne leur laissez pas de terrain. De telle sorte que si les juges vous rejettent en contestation, vous avez au moins verrouillé. L'argent ne sort pas parce que l'argent sort. Des millions circulent. Et il y a des gens qui s'en ont fait une spécialité. Donc ça, je parle de la manière la plus pratique. Nous nous mettons du camp de bons citoyens. Et j'ai aimé une fois quelqu'un dit la liberté est pour les bons citoyens. Les mauvais citoyens doivent être détenus. Celui qui est bon citoyen, nous lui accordons la liberté fondamentale. Mais celui qui est mauvais citoyen doit être mis hors d'état de nuire tous les systèmes et le bon fonctionnement de la société. Ça, c'était du point de vue d'action répressive. C'est le deuxième volet qu'il faut faire. Troisième volet, aller en disciplinaire. Il y a aujourd'hui la Chambre nationale des huissiers, la Chambre provinciale de Kinshasa, Gombe, Matete. On vient d'installer de Kinshasa, Matadi, et de Matadi, Congo central. Saisissez le président des chambres disciplinaires pour dénoncer la violation du serment des huissiers de justice qui ont juré de respecter la loi et demander, postuler les plus fortes sanctions, leur radiation. Ça, c'est de manière pratique. Demandez ça. Parce que le tiers, lui, ne prendra pas le risque. Si on vient saisir tes sommes d'argent, même si c'est déclaré, le tiers a l'obligation de déclarer, il dit aussi la nature. Il peut dire que sur mon compte, ce compte loge les redevances RLT, les lignes de transport. RLT, il met ça. Mais il se limite là, le tiers se limite à ça. Il déclare et il dit la nature des avoirs de ce compte-là, c'est tout. Et il dit l'étendue. Et sur ce compte, il y a 5 millions par exemple. Il se limite à ça. Pour la suite, ce n'est pas son problème. C'est le problème du débiteur saisi, qui doit réagir efficacement contre l'huissier et le créancier saisissant. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si jamais le juge, parce que très souvent le juge
congolais, en matière d'urgence, ils trouvent que le moyen des formes, pour dire rejeter, ils rejettent les contestations, même sur des biens saisissables. Alors que le moyen, comme celui-ci, sont des moyens d'ordre public, qui peut le soulever d'office. Il peut le soulever d'office, sans besoin d'en regarder toute autre considération. Je constate que la saisie pratiquée est manifestement illégale. Et il en ordonne de main levée d'autorité. Mais ne comptez pas sur le juge d'urgence congolais, il le fera pas. Donc, s'il y a des vices de forme, ça sera très facile pour qu'on vous déboute. Et les rejets de contestation, et il va même aller plus loin, à sortir de la clause exécutoire. Où il vient de rejeter les contestations. Il y en a légion. Un jour, je vais vous donner ça comme travail, vous allez voir, il y en a légion. Au Tricom, ailleurs, Tritrave, partout. Des décisions comme ça, des rejets. Mais il rejette la demande en contestation. Au lieu de se limiter là, parce que la peine est suspensive en matière de contestation, sur pied de l'article 172. Non, 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 il va aider encore plus loin. Le créancier dit non, non, je dois te donner la main forte. Il rejette, mais il lui donne encore la clause exécutoire pour qu'il aille toucher l'argent. C'est ça dans la plupart des cas. On aurait compris que tu te limites sur la forme, parce que la clause exécutoire, c'est toucher le fond. Parce que le législateur Ouada dit à l'article 172 que l'appel est suspensif, sauf motivation spéciale du juge. Il faut motiver, et ça touche au fond. Tu dois dire pourquoi je donne, et tu vas dire parce que la créance est certaine. Tu commences à justifier les conditions de la certitude de cette créance, et c'est pourquoi toi, juge, tu abordes le fond, mais tu as rejeté les contestations. Lorsque tu fermes la porte à la recevabilité de l'examen, limite-toi à ça. Ne va pas au fond en ajoutant la clause exécutoire pour permettre justement très rapidement qu'on touche l'argent. Et comme c'est exécutoire, si la banque voit ça, je vous dis, il va payer si vous n'avez pas pris le soin de bloquer avec le gel du parquet ou la demande en communication auprès des légers. Vraiment, vous êtes avocat, conseil ou vous-même victime. N'attendez pas les dégâts. Parce que ça va aller très très vite. Et encore, le juge d'urgence a l'accélérateur en main. Il va rendre rapidement la décision et des millions sortent comme ça, tout le jour. Si le parquet général fait l'investigation, aujourd'hui, je vous dis, des millions sont sortis. Et des millions. Et ça détruit le système. Les gens ont peur maintenant de revenir. Pourquoi? Mais on va rentrer dans la thésaurisation. On va ouvrir chacun de nous des coffres forts souterrains. On va commencer à mettre l'argent. Mais on va tuer le système économique. L'économie nationale. Mais c'est ça les dangers que vous ne voyez pas. Mais ce sont des dangers économiques. Si nous thésaurisons tous, chacun garde son argent, mais il n'y a plus de banque, il n'y a plus de développement, il n'y a pas de... C'est ça l'attaque des terroristes. On veut toucher au système financier. Si ça tombe, c'est fini, personne ne fera plus confiance. On va thésauriser. Le Congo qui est déjà en retard, il va encore rentrer dans le temps noir de son histoire. Parce que c'est facile aujourd'hui. Tous nous faisons l'effort de mettre l'argent en compte. Mais si tu es tout le temps inquiété, tu vas changer de stratégie. Tu vas creuser un coffre-fort au plus fond de ta maison. Et toi seul, tu as le code. Soit on me tue, mais personne n'aura l'argent. Oui. Et ça va toucher au système économique. Nous avons dit que le droit de Ouada vise l'amélioration du climat des affaires. Mais au Congo, la pratique judiciaire fait reculer cet esprit de l'amélioration. On est en train de connaître la régression du climat des affaires. Parce que si on pratique mal, et surtout qu'on est mal intentionné, on s'en fout du reste. J'ai saisi, toi débrouille-toi. Et si le juge ne t'accorde pas la main levée, tant pis pour toi. C'est ce que ça veut dire. Et donc, c'est cela le danger.
je tenais, en tant que praticien, assermenté, ayant décidé d'être dans le cas de ceux qui respectent la loi, de nous en faire partage, afin que nous soyons tous avisés, parce qu'ils sont de plus en plus très efficaces et percutants. Ils saisissent, tu traînes comme ça, dénonciation, ils font même les rabattements. Je ne sais même pas ça, c'est quelle procédure. Les juges n'est même pas saisis, mais ils obtiennent des ordonnances, des rabattements. Ça, c'est quelle procédure? Oh, soutenu sur rien. Quand est-ce qu'on peut imaginer un rabattement? On est praticien. Si l'instance naît, mais l'instance n'est pas encore née, et on a renvoyé une date plus lointaine, et une partie a l'intention de finir l'affaire, alors il demande les rabattements. Mais l'instance n'est pas encore née. Moi, je fais fixer mon affaire à 3 mois. Il faut attendre au 3e mois. C'est moi les demandeurs pour que cette affaire soit appelée. Non, ils ne vont pas vous attendre. Ils vont demander les rabattements. Et les chefs de juridiction, je ne veux pas les citer, accordent cette ordonnance. Et vous mettez, et là avec abréviation d'un jour, franc. Donc toi tu as envoyé loin, il ramène ça. En un jour, tu as le temps de tout préparer. C'est pourquoi dès qu'on t'a transmis le dossier, commence à porter plainte. Qu'on commence à chercher déjà ses huissiers et les créanciers. Parce que si tu tardes, en un jour, on prend l'affaire en délibéré, le jugement va tomber. Non, je parle de la réalité de notre système. Hein. Dans 48 heures, 72 heures, ça tombe. Et comme on a dit exécutoire sur minute, vous savez ce que ça veut dire? Même les feuillets là, en manuscrit, on le prend, on signifie, on l'exécute. On ne va même pas t'en réserver copie. Tu vas seulement apprendre que l'argent est sorti. Et ça, c'est la réalité. Et donc, nous devons être avisés. Et si on est de ce mauvais camp-là, de venir du bon camp. D'arrêter. L'objectif aussi, d'arrêter, si tu es du mauvais camp, de venir dans le bon camp. L'Académie veut qu'on soit là au service de la société. Pas desservir la société et les climats des affaires, ni les détériorer. Donc ça, c'était l'aspect, et je crois que le temps est largement dépassé. Je vais me limiter seulement aujourd'hui pour l'aspect des biens insaisissables. Et si on a le temps, on développera en pièces de réchange. Parce que comprenez que je travaille en pièces de réchange. Il y avait la suite de l'élément du professeur Moukadi qui devait être diffusé. Mais c'est venu tardivement. Mais c'est arrivé quand même. Hein? Donc on va le faire demain. Donc il l'a enregistré cette fois-ci, préenregistré, et il nous a envoyé, mais ça a pris du temps. C'est comme ça que pour qu'il n'y ait pas de temps mort, je profite, je n'ai pas préparé, c'est eux qui devaient intervenir, mais je profite de ce temps pour qu'en praticien, qu'on regarde la réalité de notre pratique judiciaire et pour qu'on l'améliore. Merci pour votre attention soutenue. Je suis à votre disposition pour les questions. Nous allons prendre quelques questions. En jeu de 3, il y avait une intention, une manifestation de l'intention dont l'orateur avait contre l'huissier. Je vais déposer la plainte, on dira non, maître, vous n'avez pas une autorisation et je vais être sanctionné après avoir été ruiné. Que dois-je faire? Est-ce qu'on ne devrait pas faire les états de la justice en mettant en face du bâtonnier, en lui présentant ces cas-là? Comme il y a des biens insaisissables, il y a aussi des cas qui requièrent célérité parce qu'il s'agit de la sécurité nationale. Parce qu'au contraire, le risque, c'est lequel? Ça risque de ressembler à une remarque, c'est que on risque, nous, avocats, nous-mêmes, nous créons cette fuite des capitaux parce qu'on se sera attendu à ce qu'on nous réponde. Des fois, le bâtonnier, vu le volume de demandes, peut me répondre 1 mois après et je serai déjà ruiné. Que faire dans ce cas? Bien sûr. Comment conciliez-vous la notion de l'insaisissabilité des biens qui échappent à la saisie et celle des immunités reconnues aux personnes qui bénéficient des immunités d'exécution?
Parce qu'en principe, l'insaisissabilité des biens touche aux biens. Mais l'immunité d'exécution, c'est en rapport avec la personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord. Donc je voudrais un peu avoir des éclaircissements par rapport à cette notion qui, au même moment, retire un certain nombre de biens à la saisie, mais d'autre part, on nous dit qu'il y a des personnes qui bénéficient des immunités d'exécution. C'est les saisies illégales. Parmi les mécanismes, vous avez conseillé aux avocats que nous sommes d'initier des plaintes et des actions peut-être disciplinaires pour les huissiers qui ont pratiqué. Mais généralement, derrière ces actions se trouvent des avocats aussi. Alors, la question donc que je pose, un avocat qui a conseillé son client de pratiquer une mauvaise saisie ou saisie illégale, peut-il faire l'objet des poursuites au disciplinaire ou lui il est à l'abri parce que c'est les clients qui sont comme maîtres de l'action? L'article 1er définit les actes d'avocat. Quand tu n'as pas postulé, tu n'as rien fait. Donc, en attendant, tu prends maintenant la plainte que les clients ou la cliente a déposée, tu demandes avec la plainte de la cliente l'autorisation d'être assistée, mais la machine est déjà mise en marche. Parce que pour que toi tu déposes, il faut que tu aies l'autorisation préalable. Il est interdit à l'avocat de déposer plainte avant l'autorisation préalable. Parce qu'on peut te refuser. Et si on te refuse, ça veut dire que tu ne dois pas utiliser cette action. Mais une façon intelligente de mettre aussi le barreau dans une compétence liée, c'est déjà de déposer plainte, de lui dire, voilà, il y a les clients qui ont déjà déposé plainte. Et la Constitution dit que à tout stade, chacun a le droit d'être assisté avec le conseil de son choix. Et j'ai été choisi par la cliente. Mais la machine est déjà mise en marche. Et là, ça devient très difficile pour un bâtonnier de te refuser un droit fondamental, parce que ça sera manifestement alors inconstitutionnel. Donc il y a déjà plainte. Il s'est plaint et il doit être assisté. Donc c'est de cette façon que je peux nous conseiller pour éviter justement l'irréparable. Parce que quand l'argent sort, ben, ça devient très compliqué. Pour ce qui concerne la préoccupation de Maître Olivier, je précise que l'insaisissabilité touche le bien du débiteur, la nature de certains biens du débiteur. Le principe, c'est que si tu as un débiteur, tout son patrimoine, sur pied de l'article que nous avons lu, article 50, alinéa 1er, et 245 de la loi dite foncière, tous ces biens présents à venir devient ton gage. Tu peux te servir sur ça. Et donc, les débiteurs lui-même n'a pas de bouclier, mais certains de ces biens sont mis de côté et échappent à la saisie. Mais l'immunité d'exécution, c'est une personne débitrice qui en profite. Mais la conséquence, c'est que tout son patrimoine, pas quelques-uns, tout son patrimoine échappe à la saisie. Parce que c'est le principe de l'individualité patrimoniale. Pour un individu, un patrimoine. N'est-ce pas? Donc, tout individu a un patrimoine. Si tu es débiteur sans immunité, ton patrimoine peut être servi, sauf si la loi dit que tu as des biens qu'on doit écarter de la saisie. Mais quand tu es bénéficiaire d'immunité, c'est ta personne. Ça veut dire que tout ton patrimoine, même si le bien n'est pas insaisissable par nature, je prends l'exemple. Je prends par exemple, tu as des voitures de luxe, d'exhibition. Ce ne sont pas des biens insaisissables par nature. Mais toi-même, comme tu es bénéficiaire de l'immunité, on ne peut même pas aller saisir ça. C'est ça un peu la différence. Donc ça veut dire que j'ai de l'argent. L'argent, il est insaisissable? Non. L'argent n'est pas insaisissable. J'ai de l'argent en compte, mais je suis ambassadeur. Du coup, mon argent
est insaisissable parce que je suis bénéficiaire d'immunité. Mais la loi n'a pas dit que l'argent là est insaisissable. C'est ça un peu la différence. Oui. Maintenant, vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous me recommandez quand vous êtes en face d'un débiteur qui bénéficie des immunités? On ne l'a pas abordé, donc je vais l'aborder si le temps me permet. Je l'aborderai prochainement. Parce que c'est ce que je dis. Donc je suis seulement dans la phase de différenciation. Et aujourd'hui, je n'ai abordé que l'aspect, les moyens, les mécanismes de lutte contre les saisies illicites pratiquées sur des biens insaisissables. Donc c'est tout ce que j'aborde aujourd'hui. Peut-être quand je vais développer, tu auras demain, s'il y a encore un temps mort, tu auras la possibilité d'avoir cette précision. Alors, la dernière, c'est que est-ce que l'avocat qui conseille à un créancier de saisir, il ne prend le risque il n'y a pas de risque disciplinaire? Ça sera difficilement démontrable parce que la procédure disciplinaire spéciale de l'avocat obéit au même principe que la répression pénale. Il faut avoir le corpus delicti. Il faut prouver l'acte matériel. C'est ça la difficulté. La difficulté dans cette procédure, si tu veux attaquer un confrère que tu sais qui occupe pour telle partie, tu auras une difficulté de prouver matériellement son corpus delicti de la faute disciplinaire, s'il y aura. Parce qu'encore une fois de plus, le conseil peut disqualifier, réqualifier, mais il faut déjà, le bâtonnier peut même classer sans suite, il faut déjà avant là être sûr que tu as un corpus delicti. 1. Le PV n'est pas l'œuvre de l'avocat. Il est l'œuvre entièrement de l'huissier de justice. Il a un cabinet et une étude. C'est pourquoi ils sont maintenant des études. Donc lui-même peut regarder, il peut déclasser, et dès qu'il prend ça, il va poser les actes, il engage sa responsabilité. Même si c'est l'avocat qui l'a transmis. Mais il ne lui a pas demandé d'aller. Il a transmis dans une étude pour analyse. Et il doit examiner. Et si les conditions, il dit que non, telle disposition légale ne me permet pas, je ne peux pas aller pratiquer la saisie. Et il n'y a pas de responsabilité pénale pour autrui, mais il n'y a aussi pas des responsabilités disciplinaires de l'avocat pour autrui. Quelqu'un d'autre commet une faute et l'avocat répond non. C'est le même principe du besoin d'avoir un cadre d'échange, de partage du droit, mais aussi d'expérience professionnelle. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, d'après, nous aurons atteint 20 ans d'expérience, et banque et professionnel en tant qu'avocat confondus. Et donc, nous avons estimé qu'il était important d'avoir un cadre où on peut partager l'expérience selon l'une ou l'autre de casquettes. Et il n'y a pas que moi, je fais venir des intervenants ici. Vous avez tout à l'heure entendu le professeur Nicolas Kabasele, avocat depuis 1995 et professeur ordinaire. Donc, je choisis également des intervenants pour l'esprit, c'est partager et à la fois le droit, mais aussi l'expérience professionnelle. Il vous a parlé de son expérience malheureuse, parce que l'expérience, ce n'est pas toujours la somme des réussites, mais même des ratés. Il vous a dit qu'on avait en son temps dans le cabinet, dans lequel je évoluais avec lui, pratiqué des saisies contre un bien des tiers, et les actions en retour sont tombées sur notre client. Et c'est cela l'essence du partage. Rassurez-vous, nous avons vu de l'argent sortir de nos yeux avec larmes, des millions. Et c'est pourquoi, pour avoir été mordu, je peux vous dire, ne subissez pas la même chose que nous. Voilà, donc c'est ça l'intérêt, de partager cette expérience. Il ne faudrait pas que cela vous arrive en malheur pour que vous en tirez les leçons, mais nous vous en faisons économie de temps et de souffrance, et surtout des remontades morales, parce que pour se remonter moralement, après que ton client ait perdu des millions, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc c'est la raison d'être, c'est le besoin d'avoir ces cadres d'échange entre opérateurs judiciaires, praticiens usagers du droit et aspirants chercheurs de tous les horizons. Et parmi les objectifs, il y en a
beaucoup. Mais ce qui retient mon attention et pourra retenir votre attention, c'est de savoir que nous visons seulement à avoir une bonne pratique du droit. On ne veut pas qu'on pratique mal le droit. Parce que la loi elle-même est sujette à diverses interprétations. Nous voulons à la sortie d'ici, de cette académie Abed Kayembe, que nous ayons une unification de vue doctrinale sur la saisie judiciaire. La saisie judiciaire ne concerne pas tous les patrimoines. Il y a des limites. Ne concerne que les biens qui sont saisissables. Comme le terme le dit, qu'on peut saisir. Quand on dit insaisissable, ça veut dire qu'on ne peut pas saisir. C'est tout simplement français. Mais la pratique en dit le contraire. Donc nous voulons sortir en initiant nos vues doctrinales entre tous les acteurs judiciaires. Nous voulons également, à la sortie d'ici, avoir la même vue afin d'unifier, d'harmoniser les décisions de justice qui, très souvent, comme l'a dit le procureur général, est malheureusement cassé le plus souvent. On est autour de 90% des décisions cassées par arrêt de CCJA en provenance de la République démocratique du Congo. C'est inquiétant. Nous sommes un grand éléphant. La plupart d'entre nous et nos aînés sont passés dans des bonnes universités, mais nous ne devons pas produire des œuvres très facilement critiquables et renversables. Nous sommes 17 pays. Et ça fait honte des opérateurs judiciaires. Et Académie Abed Kayembe veut qu'on puisse redorer l'image des praticiens du Congo et améliorer les décisions de justice. Et que quand on amène ça à la balance de la CCJA, qu'on pèse cela et qu'on nous félicite. Qu'on dise c'est qualitatif, c'est excellent. Excellent. Nous voulons être ce cadre qui va promouvoir le droit en général, mais aussi le droit des affaires pour rencontrer le vœu cher exprimé par le chef de l'État, celui dans l'amélioration du climat des affaires, et ça passe par nous. Nous voulons également que nous soyons équipés, renforcés, car, comme l'a dit avec raison Sartre, l'on ignore plus qu'on le connaît, et surtout dans un domaine comme celui qui est dynamique, le droit des affaires. C'est un droit dynamique, très très dynamique. Et vous-même, vous constatez avec nous, sur la seule question d'immunité d'exécution, comment est-ce que même la CCJA a fait des revirements, des revirements, et au jour d'aujourd'hui, a carrément enlevé l'immunité aux sociétés commerciales de l'État transformé. Alors que quand vous prenez à la jeunesse la société Télécom Togo, SA transformée, la CCJA lui avait reconnu l'immunité d'exécution de l'article 30. Mais au jour d'aujourd'hui, elle-même dans une vitesse qu'on ne maîtrise plus, est passée à 360 degrés pour dire aujourd'hui qu'une société commerciale, dès lors qu'elle a pris la forme d'une société commerciale, l'une de forme, même si l'État est l'unique actionnaire, il n'est plus bénéficiaire d'immunité d'exécution. Donc vous voyez que le droit là est très compliqué. Eux-mêmes là, la vitesse les échappe. Et donc si nous sommes très en retard et nous n'avons pas un tel cadre pour en partager l'information, pour en discuter, c'est pourquoi, mais ralliant au vœu du modérateur, je nous prie de formaliser, de mettre les données, parce qu'après ça, certains éléments, nous ne pourrons pas le donner ici, mais on pourra vous envoyer par mail. Et donc, s'il y a des convocations de ces assises, vous serez les premiers bénéficiaires privilégiés d'avoir l'information, parce que nous faisons avec le moyen de bord, et donc, par moment, en attendant que vous veuillez payer, nous devons réserver la salle. Donc, c'est en fonction du disponible en espèces que nous avons que nous réservons les salles. Et peut-être on peut aller dans plus grande salle, et cela nécessiterait que vous soyez le premier bénéficiaire, vous qui avez fait confiance à cette première édition, et nous vous prions de vous formaliser auprès de collaborateurs qui sont en charge d'enregistrement.
Voilà un peu l'économie et de la raison d'être et des objectifs. Créer un cadre interactif, on va commencer à échanger les informations, les données de droit sur le droit complexe, et je dois vous l'avouer, complexe du droit des affaires. Il ne touche pas que les banques, il touche les mining, il touche l'énergie, c'est complexe. Ici, jusque-là, vous verrez que la tendance, nous parlons que d'un seul aspect, les banques. Mais il y a plusieurs autres secteurs, les hydrocarbures, tout ça c'est le droit des affaires. Et donc, nous pensons qu'avec votre engouement et de la manière que vous avez répondu présent aujourd'hui, nous-mêmes et l'équipe en général, nous sommes encouragés pour que nous ayons, comme même l'a formulé le PG, donc que nous puissions avoir de manière régulière ces assises. Nous comptons avec votre concours le faire et nous vous remercions pour cette deuxième journée. Ne manquez pas surtout la troisième journée et la dernière, car dit-on, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Sur ce mot, je clôture la deuxième journée et je remets la parole aux acclamations. Acclamations, excusez-moi. Alors, on va faire ceci, généralement.